Bienvenue sur Gabon 24, voici les titres de l'actualité ce soir sur Gabon 24. Ouverture ce matin à Libreville du premier salon des produits Made in Gabon, l'événement parrainé par le ministre en charge de la communication, de l'économie numérique, des arts et de la culture vise à promouvoir le savoir-faire local des petites et moyennes entreprises. Le nord-est du Cameroun secoué par un affrontement meurtrier entre policiers et manifestants anglophones. Bilan de morts selon les autorités, mais un bilan remis en cause par l'opposition. Le gouvernement appelle au calme pour faire baisser les tensions. La Corée du Sud au bord d'un chaos politique, la présidente destituée présente ses excuses au peuple et appelle le gouvernement à faire preuve de vigilance. Voilà le sommaire de cette édition d'information sur Gabon 24. Bienvenue à tous. En ouverture de cette édition d'information, Ali Bongo Ondimba achève sa visite d'État en Chine. Le président gabonais s'est entretenu avec le chef du gouvernement chinois avant de rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Les détails dans cet élément de Larissa Laure Mamegui et Berlin Osaga, nos envoyés spéciaux en République populaire de Chine. Après le dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée de Mao à la place Tiananmen, le président gabonais s'est entretenu avec le premier ministre du Conseil des affaires d'État, Li Keqiang, puis le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Zhang Dejiang. Au nombre des questions abordées, celles liées à la réalisation par des entreprises chinoises de plusieurs édifices au Gabon, les activités menées pendant son séjour, mais surtout le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, appuyé par les accords de partenariat signés avec les autorités chinoises et les opérateurs économiques. Quant au Parlement gabonais et l'Assemblée populaire nationale de Chine, la coopération a été jugée exemplaire et fructueuse, notamment à travers la mise en place du groupe d'amitié au sein du Parlement des deux pays. Ce vendredi, Ali Bongo Ondimba se rendra dans la province de Guangdong, où il visitera la zone spéciale économique de la ville de Chantou. En rappel, la visite d'État du président gabonais Ali Bongo Ondimba est la première depuis le début de son deuxième mandat à la tête du Gabon. Une attention particulière qui montre l'intérêt que portent les autorités gabonaises au peuple chinois. On précise que Pékin encourage ses entreprises à coopérer avec le Gabon dont il élève désormais au rang très prestigieux de partenaire global. Ce fut donc une visite à forte tonalité économique. L'UNESCO et le gouvernement gabonais paraphent un accord. C'était ce matin un programme de coopération qui tient en compte les besoins des deux parties. Oswald Kevin Dukaga pour le compte rendu. L'UNESCO et le Gabon signent ce vendredi à Libreville un programme de coopération pour la période 2016-2017. Un programme qui tient en compte à la fois les priorités de l'institution onusienne pour cette période et celles contenues dans le plan stratégique Gabon émergent. Des priorités qui touchent plusieurs domaines. C'est des activités dans le domaine de l'éducation, bien sûr, dans le domaine des sciences, donc sciences naturelles, sciences sociales et humaines, mais aussi la culture et la communication. Le résultat d'une consultation qui s'est faite entre les différents acteurs des départements ministériels et des experts, et puis nos services, bien sûr ici à Libreville, mais aussi à Yaoundé et à Paris, qui ont permis de nourrir ce programme avec un certain nombre d'activités concrètes qui seront déroulées, bien sûr, à partir de l'année prochaine, mais qui ont déjà commencé en 2016, comme nous venons de le dire. Un programme jugé inédit qui permet de donner une cohérence et une lisibilité à l'importante coopération qui existe entre le Gabon et l'UNESCO. Il y a des programmes, il y a des actions qui souvent sont menées dans ce pays sous le couvert, sous la conduite de l'UNESCO, dont on ne s'aperçoit pas toujours de la réalité. Et aujourd'hui, en signant ce protocole et en relançant la Commission nationale pour l'UNESCO, dont le ministre de l'Éducation nationale, je le rappelle, est le président au Gabon, nous mettons là à la disposition de l'ensemble des citoyens de ce pays cet outil. La présente signature de programme de coopération intervient après la tenue à Libreville du premier conseil exécutif de la Commission nationale du Gabon pour l'UNESCO. Je vous le disais dans les titres, le ministre d'État en charge de la communication, de l'économie numérique, des arts et de la culture a parrainé ce matin l'ouverture du premier salon Made in Gabon, une cérémonie dont l'objectif est de promouvoir les produits Made in Gabon des petites et moyennes entreprises. L'engagement des autorités est clair, elles vont accompagner les PME gabonaises dans leur initiative. Le compte rendu de nos reporters.
La coupure du ruban symbolique par le ministre d'État en charge de la communication et de la culture a marqué la cérémonie du lancement de la première édition du Salon Made in Gabon qui a pour but de promouvoir et de valoriser l'ensemble des productions agricoles et industrielles du pays. Je voudrais franchement féliciter les organisateurs de ce salon. Il faut que les compatriotes viennent visiter, viennent voir ce que nos compatriotes gabonaises et gabonais sont capables de faire et c'est vraiment des produits de qualité. Je viendrai moi-même avec mon épouse faire des courses parce qu'effectivement il y a des choses à la fois pour le linge de maison mais aussi pour la cuisine. Il y a même des éléments s'agissant de l'environnement pour lutter contre la pollution des plages et traiter les déchets biomédicaux. C'est extraordinaire ce qu'on a vu. Visiblement, ce salon démontre que l'entrepreneuriat gabonais a pris un essor considérable. Cependant, bon nombre de chefs d'entreprises locaux souhaitent bénéficier d'un meilleur accompagnement des pouvoirs publics. À cette problématique, le ministre d'État a tenu à rassurer. La stratégie engagée est d'accompagner les PME, de mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de financement. Cependant, pour ce qui me concerne, ministre de la Culture et de la Communication, je me suis engagé là, devant nos compatriotes qui exposent, à leur offrir gratuitement sur les antennes publiques de la publicité pendant 1 mois pour faire connaître leurs produits, la localisation, comment ils commercialisent et je pense que c'est déjà une contribution. Dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, dans son pilier de services, l'entrepreneuriat occupe une place de choix. L'occasion est donnée ici au grand public de découvrir ce qui se fait de bon et de beau au Gabon. Toute autre chose à présent, mais en marge de cette cérémonie sur le lancement du premier salon des produits Made in Gabon, Alain-Claude Bilibizé sort du bois, il dénonce une cabale orchestrée contre sa personne sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Ça fait de longues années que je suis engagé en politique. Je savais que la politique était un lieu impitoyable, mais je n'avais pas compris à quel point les gens qui la font peuvent parfois être pitoyables. Parce que ceci est pitoyable. Ceux qui me connaissent bien savent que ça ne me ressemble pas. Au niveau des responsabilités aujourd'hui que j'assume dans l'État et aux côtés du chef de l'État, vous m'imaginez aller batifoler dans une maison qui appartient à quelqu'un, etc. C'est du pur n'importe quoi. C'est d'une invention absurde. Vous allez porter plainte pour diffamation? Mon avocate le fera, monsieur. En ce qui me concerne, ce débat n'a pas lieu d'être. La politique mérite mieux que ça. Et si on pense pouvoir déstabiliser Bilibizé avec ce genre de choses, c'est mon épouse que ça concerne et je vous annonce que c'est une épouse heureuse et qui me soutient dans cette petite manigance. Merci beaucoup. Merci. On va parler de l'entretien des voiries municipales avec la reprise des chantiers routiers à Libreville qui est effective. Les entreprises sont à pied d'œuvre après plusieurs semaines d'arrêt. Le constat de Jamila Bengarman et Kenny Ongouri. Ça y est, les engins sont de retour sur les chantiers routiers de Libreville. Il en est ainsi du linéaire PK7, PK12 sur la nationale 1. Voilà qui coupe court à toutes les supputations indiquant depuis quelque temps une démission de l'État devant certains de ces grands projets, dont celui de la réfection des routes de la capitale gabonaise. Le gouvernement a, selon des sources officielles, entamé le paiement de son ardoise vis-à-vis des sociétés adjudicataires et le travail peut enfin recommencer au grand bonheur des populations. Nous nous sommes dit que les travaux étaient suspendus, mais bon, on voit que les chantiers ont repris. C'est une bonne chose, mais seulement on espère que ça va continuer parce que nous les Gabonais, nous sommes habitués que ça reprend après, ça s'arrête, mais bon, on nous espérait que cette fois-ci, on aura quand même une route terminée. L'Agence nationale des grands travaux, qui est la société adjudicataire chargée de l'exécution de ce grand chantier routier, qui consiste à améliorer le trafic routier national. Il s'agit ici de la matérialisation de la vision présidentielle du Gabon émergent à l'horizon 2025, car la route du développement passe par le développement de la route. Voilà qui est bien dit, l'aménagement urbain, c'est aussi l'assainissement des quartiers sous-intégrés à travers ces initiatives des petites et moyennes entreprises. Les ménages des quartiers sous-intégrés éloignés des bas-cordures reçoivent de plus en plus la visite des éboueurs à domicile. Le constat de Kenny Ongouri. C'est toute une chaîne qui se met en place dès les premières heures de la journée en vue de faciliter les ménages dans la gestion quotidienne de leurs ordures. À Libreville, capitale du Gabon, à l'exemple du quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement, cette PME s'attelle à faire le ménage. Notre travail consiste à ramasser des ordures dans les quartiers sous-intégrés et les amener dans les apports volontaires, dans les points d'apport volontaires, pour que la stratégie est de réduire la saleté
dans ces endroits-là. Les ménages nous donnent 5 000, 3 000, c'est pas cher. Nous ramassons les ordures dans les quartiers sous-intégrés tous les jours. C'est sur cette mobilette que ce jeune employé parcourt les domiciles en vue de les débarrasser des ordures et d'assainir leur environnement de vie. Il faudrait qu'on ait un appui financier pour se lancer à transformer ces ordures en produits industriels, en produits énergétiques. Mais nous sommes en train de chercher des partenaires. Il y a une équipe algérienne qui est passée pour voir la faisabilité de ce projet. Déjà présente à Libreville, Port-Gentil, OIM, cette PME souhaite diversifier ses activités et s'étendre sur davantage de villes du pays. À ce jour, plus d'une centaine de jeunes Gabonais y sont employés en vue de faciliter la gestion quotidienne des ordures ménagères dans des quartiers sous-intégrés, mais aussi chez les riverains dont la distance avec les bacs ordures tiennent sur plusieurs mètres. On parle à présent de ces violences scolaires avec ces scènes d'une autre époque qui opposaient hier les élèves du lycée Jean-Hilaire Obam et hier dans le 6e arrondissement de Libreville aux autres du lycée technique Omar Bongo. Les raisons de ces affrontements dans ce reportage de Larding et Mamba. Le lycée Jean-Hilaire Obam-Yégué dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise a été le théâtre des échauffourées entre une vingtaine d'élèves du lycée technique Omar Bongo Ndimba, visiblement surexcités et armés de projectiles et ont utilisé des cocktails Molotov au sein de l'établissement précité. Le bilan de ces affrontements est ici dressé par l'un des responsables. Un groupe d'élèves du lycée technique national Omar Bongo et du lycée professionnel de Libreville, lycée technique, sont entrés de force dans le complexe Jean-Hilaire Obam-Yégué, qui comporte à la fois un collège et un lycée. Alors les élèves, pour la plupart en tenue, kaki ou kaki bleu, ont commencé à... ils étaient munis d'armes de toutes sortes. Hein. Ils avaient des gourdins, ils avaient des cocktails Molotov, ils avaient des morceaux de bois, ils avaient des armes de toutes sortes. Alors, de prime abord, ils ont commencé à lancer les cocktails qu'ils avaient fabriqués sur les murs de l'administration, qui heureusement n'ont pas pris feu. Hein. Les murs ont résisté, donc l'incendie n'a pas pu prendre. Et par la suite, ils se sont mis à molester toutes les personnes qu'ils rencontraient sur leur chemin. Dans ces affrontements, aussitôt alertés, les forces de police nationale ont procédé à une série d'arrestations. Pour l'heure, le lycée Jean-Hilaire Obam-Yégué n'a pas connu son ambiance habituelle. C'est vendredi 9 décembre 2016. Le ministère de l'Éducation nationale a pris des mesures en vue de ramener la sérénité au sein de ces lieux d'apprentissage. On annonce en plus bref que, prenant acte de cette situation, le ministre de l'Éducation nationale annonce une rencontre avec les parents d'élèves lundi prochain à Libreville. Nous y reviendrons. Les nouvelles hors nos frontières, les affrontements entre police et manifestants jeudi à Bamenda, nord-ouest du Cameroun, l'un des fiefs de la minorité anglophone en colère, ont fait au moins 2 morts selon la télévision d'État CRTV, tandis que l'opposition parle de 4 morts. Le récit de Linda Gaël Magaga. Au nord-ouest du Cameroun, les tensions se cristallisent. Jeudi, au moins 2 personnes sont mortes et plusieurs blessées au cours d'une manifestation dans la ville de Bamenda. Un bilan que le Front social-démocratique, parti politique de l'opposition et initiateur des revendications bat en brèche. Selon elle, 4 personnes sont tombées dans ses rangs. De sources concordantes, les affrontements ont éclaté entre la police et les jeunes qui voulaient empêcher un meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDCP du président Paul Biya. Malgré l'appel au calme lancé par le Premier ministre Philemon Yang, son message de l'égalité de droit au Cameroun et le caractère indivisible de la nation, la démarche des anglophones amorcée à Bouéa semble prendre des proportions incontrôlables. Le mouvement de colère des anglophones, qui revendique depuis quelques semaines le fédéralisme, a été dispersé par les forces de l'ordre. Et selon certains militants de l'opposition, qui soutiennent la minorité anglophone représentant environ 20% de la population protestant contre la marginalisation, il s'agirait d'une privation d'expression à l'endroit des citoyens camerounais parlant anglais. Depuis le 21 novembre, les cours sont suspendus dans les universités, collèges, dans plusieurs villes des 2 régions anglophones proches du Nigeria.
Au Congo-Kinshasa, l'Église catholique a lancé à Kinshasa des négociations de la dernière chance pour chercher une sortie à la crise politique qui menace de replonger la République démocratique du Congo dans la violence à la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre prochain. Alex Nkobe. L'Église catholique a lancé jeudi à Kinshasa des négociations pour chercher une sortie à la crise politique qui menace de replonger le pays dans la violence à la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre. Ce large consensus va apaiser le climat tendu dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui pour nous permettre d'organiser les élections apaisé, crédible et transparent dans notre pays. Dans un climat politique délétère et émaillé de violence engendré par la non-tenue de la présidentielle qui devait avoir lieu cette année, le chef de l'opposition ne désespère pas quant à l'application de la Constitution. Nous sommes là parce que nous ne pouvons pas nous décourager. Beaucoup d'entre nous, comme certains que je vois parmi vous ici avec un visage sceptique, ils doivent savoir, et on va leur dire qu'une constitution, ça s'applique. On ne modifie pas une constitution d'un pays, on l'applique. C'est tout. Relayant un message du pape François, Monseigneur Outembi a exhorté les acteurs politiques congolais à construire des ponts et pas des murs, avant d'ajouter qu'aujourd'hui, l'enlisement est là et les conséquences sont incalculables. L'Église catholique, qui avait elle-même suspendu sa participation au dialogue politique voulu par le président Joseph Kabila, revient au devant de la scène avec des recommandations nouvelles. Les nouvelles en Afrique du Nord, le gouvernement tunisien a signé aujourd'hui une charte pour lutter contre la corruption à l'initiative d'une instance interdépendante chargée de détecter les cas de corruption et fléaux qui menacent le développement du pays. Katia Sandan. Une charte dite de stratégie contre la corruption engageant le gouvernement, la société civile et les médias a été signée ce vendredi par le Premier ministre Youssef et le président de l'instance nationale de la lutte contre la corruption, Tabib, lors du Congrès national sur la lutte contre la corruption organisé depuis jeudi par l'instance nationale de la lutte contre la corruption et le ministère de la fonction publique, à Gamar, près de Tunis. Aujourd'hui, nous lançons la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et son plan d'action exécutif. Nous espérons qu'elle soit la première étape de la méthode participative de la lutte contre la corruption. Et comme je l'ai dit auparavant, comme nous avons réussi à dépasser les dangers du terrorisme, nous sommes aussi capables de lutter contre la corruption. Nous sommes capables de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. Nous sommes capables de consolider et de renforcer l'édifice démocratique. L'adhésion des citoyens dans le processus politique, le retour de la confiance entre le citoyen et l'État et entre le citoyen et la classe politique passe aussi, et essentiellement à travers la réalisation de résultats concrets sur le front de la lutte contre la corruption. Nous sommes conscients que ce combat a besoin d'une détermination forte et d'une volonté solide, ainsi que la mise en place de mécanismes législatifs et réglementaires efficaces. L'adoption de ces stratégies élaborées depuis 2012 concrétisera l'engagement de la classe politique et la société civile contre la corruption, s'est réjoui le président de l'instance nationale de la lutte contre la corruption. L'Union africaine a organisé pour la première fois aujourd'hui un débat entre les différents candidats à la présidence de la commission de l'institution actuellement occupée par la Sud-Africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, un débat de leadership pour départager les candidats qui briguent la présidence de la commission de l'Union africaine. Mirande Angué. C'est une innovation de l'Union africaine qui soumet ainsi les 5 candidats à un débat sur leurs programmes respectifs. Le principe, permettre aux citoyens de comprendre les points de vue des différents candidats. Parmi les 5 candidats, il y en a 2 qui se sont déjà présentés au sommet de juillet dernier à Kigali. Il s'agit de Pelonomi Vincent Mwatwa, ministre des Affaires étrangères du Botswana, et Agapi Toumba Mokui, ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale. Et il y a 3 nouveaux candidats qui apparaissent comme les favoris. Pour le Kenya, Amina Mohamed Jibril, ministre des Affaires étrangères. Pour le Tchad, Moussa Faki Mahama, ministre des Affaires étrangères. Et pour le Sénégal, Abdoulaye Bathily, ex-représentant spécial de l'ONU. Au premier tour, la Kenyane aura certainement le soutien de l'Afrique de l'Est, le Tchadien celui de l'Afrique centrale et le Sénégal celui de l'Afrique de l'Ouest. Les débats porteront sur 4 sujets dont la libre circulation sur le continent, le rôle des femmes et de la jeunesse dans le développement économique, le financement du développement, de la paix, de la sécurité et de la stratégie pour finir les conflits sur le continent conformément aux engagements de l'agenda 2063. Le mandat de la présidente de la commission de l'UA
Libéria, Kosanana Dlamini Zuma, arrive à échéance. Lors du dernier sommet de l'Union africaine, les chefs d'État n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur son successeur. Un nouveau vote est prévu au cours de la 28e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement du 30 au 31 juillet 2017 dans la capitale éthiopienne. Une majorité des 2/3 de l'Assemblée des chefs d'État sera requise pour départager les candidats. La présidente sud-coréenne destituée Park Geun-hye s'est excusée pour le chaos politique dans son pays et a appelé le gouvernement à rester vigilant en matière économique et de sécurité nationale. Sergio Carmindo. Le couperet est tombé pour la présidente de Corée du Sud, Park Geun-hye. Vendredi, le Parlement sud-coréen a voté la destitution du chef de l'État. Les députés se sont prononcés à la majorité. Après un peu moins de 4 ans de mandat, elle affronte la perspective de devenir le premier chef de l'État sud-coréen démocratiquement élu à être mis dehors. Je vais annoncer le résultat du vote. Sur 299 voix au total, 233 sont en faveur et 56 sont contre, 2 se sont abstenus et 7 sont invalides. Je déclare que la proposition de la destitution de la présidente Park Geun-hye a été approuvée. La motion de censure accuse Mme Park de violation de la Constitution et de délits pénaux, corruption, abus de pouvoir. Cette destitution s'explique en bonne partie par les manifestations monstres qui ont vu des millions de Sud-Coréens en colère exiger le départ de la présidente. Le scandale qui fascine le pays et l'étranger est centré sur Choi So-sil, ami proche de la présidente. Arrêtée début novembre, cette confidente de l'ombre attend son procès pour extorsion et abus de pouvoir. L'adoption par l'Assemblée nationale de cette motion de destitution transfère l'autorité de Mme Park au Premier ministre. Mme Park conserve son titre le temps que la Cour constitutionnelle entérine ou non la destitution. Ce processus pourrait prendre jusqu'à 6 mois, provoquant l'incertitude et la paralysie politique à un moment de ralentissement de la croissance économique, de hausse du chômage et de menaces constantes du voisin nord-coréen. De la Corée du Sud, on se rend tout de suite en Indonésie. Le président Joko Widodo a promis au cours d'une visite sur les lieux du séisme dévastateur à Aceh la reconstruction des bâtiments détruits par la violente secousse qui a fait une centaine de morts et des milliers de sans-abri. Récit Linda Gaël Maganga. C'est devant les murs d'une mosquée effondrée que le président indonésien Joko Widodo a promis aux sinistrés la reconstruction des bâtisses détruits 2 jours après le séisme. J'ai vu l'état de la mosquée d'Atakaru et j'ai décidé de la reconstruire dès que possible. Mais nous allons faire tout ça ensemble. Nous espérons commencer à nettoyer demain et qu'elle sera bientôt reconstruite. Les équipes de secours continuent leurs recherches dans les décombres. Ce n'est pas la première fois que cette province à la pointe nord de l'île Sumatra est touchée par une catastrophe naturelle qui occasionne des pertes considérables. En 2004, un tsunami avait ravagé cette région située au bord de l'océan Indien. En sport, pour terminer, Joe Burukunda, chez nous, légende vivante de la boxe gabonaise, range ses gants. Loin des rings depuis plusieurs années, il est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il se trouve donc très affligé, mais le souvenir de l'homme a motivé une jeune association de la discipline à lui faire un don de fauteuil roulant. Kenny Ongouri, Jospin Mbomba pour le constat. Au Gabon, on le compare presque à Mohamed Ali. De son nom, Joseph Burukunda Didjo, légende de la boxe gabonaise, se trouve malade et très affaibli. Ne pouvant plus se déplacer et même exécuter les jeux de jambes d'antan, le président de l'association Gabon Boxe était à son chevet pour un soutien de plus modeste, en reconnaissance à l'œuvre de l'homme. On voulait rendre hommage à notre cher papa, M. Joe Burukunda, pour son action. Et parce qu'il fut un grand boxeur qui a inspiré beaucoup de jeunes. Donc, sachant qu'il était malade, nous avons voulu apporter notre modeste contribution pour qu'il sache que le monde de la boxe ne l'a pas oublié. Soutenu par Augustine Burukunda, son épouse, l'icône de la boxe a perdu tout réflexe. C'est qu'il a pris de l'âge quand il était jeune. Bon. Il était normal, bien.
Mais il a plus de l'âge à cause peut-être du sport, il tient jusque-là. Sinon peut-être il serait déjà parti. Ce soutien arrive à point nommé pour faciliter les déplacements de l'homme, âgé de 78 années, assis sur son fauteuil roulant. Le champion attaque son dernier combat face à la maladie. Pour pérenniser l'œuvre du champion, sous l'égide de cette association de jeunes pugilistes, un gala de boxe aura lieu à Libreville. Voilà, ce journal s'achève. Voici les titres qui l'ont constitué. On a parlé de l'ouverture ce matin à Libreville du premier salon des produits Made in Gabon, l'événement parrainé par le ministre d'État en charge de la communication, de l'économie numérique, des arts et de la culture, vise à promouvoir le savoir-faire local des petites et moyennes entreprises. On a parlé aussi du nord-ouest du Cameroun qui est secoué par un affrontement meurtrier entre policiers et manifestants anglophones, bilan 2 morts selon les autorités, mais un bilan remis en cause par l'opposition. Le gouvernement appelle au calme pour faire baisser les tensions. Et puis la Corée du Sud, au bord d'un chaos politique, la présidente destituée présente ses excuses au peuple et appelle le gouvernement à faire preuve de vigilance. Ainsi se referme ce journal. L'information continue sur Gabon 24.